Eh bien, c'est tout bon. La parole est à vous, Bruno. Est-ce que vous voyez mon écran là? Vous Oui, c'est m'entendez? bon. Oui, Oui, c'est oui. bon? D'accord. Bien, bah, écoutez, bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, pour me présenter rapidement, je suis effectivement Bruno Frel. Je travaille pour le groupe AFNOR, que j'ai rejoint en 2011 quand AFNOR a fait de la croissance externe pour gagner en expertise sur le sujet des achats responsables, puisqu'à l'époque, le groupe AFNOR avait été sollicité à la fois par les services des achats de l'État, avant que ça devienne les directions des achats de l'État, et puis par une association qui s'appelait à l'époque la CEDAF, qui maintenant est le CNA, le Conseil national des achats. Ces deux organisations souhaitaient travailler sur la déclinaison de la norme ISO 26000 dans la fonction achat, ce qui a donné naissance à des travaux normatifs en France. Et c'est à partir de là donc, que l'AFNOR s'est investi sur ce sujet-là et a racheté un cabinet que j'avais créé moi en 2005 qui s'appelait Achat Concept Eco, qui travaillait déjà sur de la formation, du conseil et le développement d'outils d'aide à la décision pour les acheteurs. Voilà pour les présentations. Donc, on va peut-être pas faire un petit tour d'écran puisque vous êtes un petit peu nombreux et que le temps est limité. Je pense que pour les personnes qui vont suivre le programme et notamment les ateliers opérationnels qui vont suivre, on aura le temps de peut-être de faire connaissance. À moins que certaines personnes aient peut-être besoin de s'exprimer tout de suite pour exprimer une attente particulière. Sinon, je vous propose de regarder tout de suite et de rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Pas de questions? Alors, on commence. Alors, voilà un petit peu donc, le dispositif tel qu'il vous est proposé sur chacun des ateliers. Donc, comme l'a dit Anaëlle en introduction, on est dans le quatrième atelier hein, sur les vêtements de travail et les EPI. Chaque atelier, avant de démarrer les ateliers, on commence toujours par cette réunion de sensibilisation. Une réunion de sensibilisation qui va nous permettre eh bien, de déjà partager un petit peu sur ce que sont les achats publics responsables, pourquoi on en parle aujourd'hui et pourquoi il est important de travailler. Alors vous verrez, c'est une petite sensibilisation qui est une sensibilisation un petit peu générique sur les achats responsables qui pourrait être effectivement, enfin servir de base, je dirais, à tous les sujets qu'on peut traiter derrière. Hein. Donc, c'est une présentation qui va durer jusqu'à midi. Ensuite, il y aura donc deux ateliers, alors des ateliers beaucoup plus interactifs, où là, ce sera vraiment dans l'échange et dans la réflexion, je dirais, partagée sur ce sujet-là, où on essaiera de construire une stratégie d'achat sur donc ce segment que représentent les vêtements de travail et les EPI. Donc, construire une stratégie d'achat au sens de la norme ISO 20400, c'est de mener des analyses croisées à la fois du besoin, du marché, des risques et des coûts pour aboutir justement à cette stratégie d'achat qui, je le rappelle, est le meilleur moyen d'obtenir le meilleur résultat possible, bien sûr, sous-entendu en prenant en compte le développement durable. Alors, le deuxième atelier va nous permettre, une fois qu'on aura construit cette stratégie d'achat, eh bien, de la déployer de façon plus opérationnelle tout au long donc d'un projet d'achat. On étudiera un petit peu quels sont les différents leviers de la commande publique qui nous permettront de répondre un petit peu à cette stratégie d'achat. Et puis on regardera un petit peu comment on va construire un cahier des charges, que ce soit au niveau des spécifications techniques, des conditions d'exécution, des critères d'attribution, sur quels critères on peut éventuellement sélectionner les entreprises et puis quelles clauses sont importantes à retenir pour obtenir le résultat attendu. Tout le fruit de ce travail collectif, de cette réflexion collective, eh bien, sera ensuite intégré dans une boîte à outils, donc proposée par le réseau Maximilien, auquel vous aurez accès et vous pourrez retrouver, je dirais, ces clauses préconstruites un petit peu pour ce marché-là. Alors, cette première
partie. Comme je vous le disais, on va justement introduire les achats responsables. On va essayer de définir ce que c'est, quels sont les enjeux des achats responsables. On fera un petit tour d'horizon du contexte normatif et réglementaire. Et puis, on commencera déjà à aborder un petit peu les points qui vont sur lesquels vont reposer nos ateliers suivants, pour qu'on ait les bonnes bases dès le départ et qu'on puisse tout de suite, lors des 2 ateliers prochains, rentrer dans le vif du sujet et dans l'opérationnalité. Alors, je vais démarrer tout de suite. Alors, pourquoi on parle d'achat responsable aujourd'hui? Eh bien, parce qu'on a depuis la nuit des temps, on a toujours travaillé sur un modèle économique qui atteint ses limites. C'est ce qu'on appelait donc un système linéaire où on allait donc puiser dans les matières premières, les transformer, les transporter pour ensuite produire les produits qui allaient être utilisés et en fin de vie, les produits étaient jetés. Ce qui est important de regarder, c'est dessous, vous avez la courbe ici de la démographie. Jusqu'en 1850, c'est en 1850 qu'on a atteint à peu près 1 milliard d'habitants sur la planète. Donc depuis la création de l'humanité jusqu'à 1850, vous voyez, il a fallu quand même de nombreuses années pour atteindre 1 milliard d'individus. Le dernier milliard, puisqu'aujourd'hui on a à peu près 9 milliards d'individus sur la planète, eh bien on l'a atteint en un peu plus de 10 ans, en 12 ans je crois. Donc on voit qu'il y a effectivement une courbe de la démographie qui a explosé. Et ce qui est d'autant plus inquiétant, si vous voulez, c'est que d'abord, on est de plus en plus nombreux, mais je pense que si on vivait tous, je dirais, à un niveau de vie raisonnable, on pourrait très bien vivre à 9 milliards sur la planète. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, non seulement on est de plus en plus nombreux, mais on consomme de plus en plus par habitant. Vous avez un indicateur, vous voyez, entre 61 et 2007 aux États-Unis, la population a augmenté de 40%, pendant que l'empreinte écologique de cette population, elle, bondissait à 160%. C'est-à-dire qu'on consomme 4 fois plus par individu, ce qui est relativement... Enfin, on a multiplié, pardon, par 1,5, 1,6 la consommation par individu. Donc plus nombreux, on consomme de plus en plus dans un système économique, encore une fois, qui atteint ses limites, donc ça devient un petit peu compliqué. Deuxième phénomène, c'est l'évolution des modèles d'échange. Pendant très longtemps, les acheteurs, les grosses organisations, les gros donneurs d'ordre, étaient dans un système qu'on appelle un système intégré de façon verticale. Je prends l'exemple de Henry Ford en 1927, quand il a construit son modèle A, eh bien, il maîtrisait toutes ces chaînes de valeur, notamment ces chaînes d'approvisionnement, c'est-à-dire qu'il était propriétaire de ses mines, il allait extraire donc des minerais, il allait les transformer dans ses propres aciéries, il transportait toutes ces matières avec ses propres compagnies de transport, ferroviaires, maritimes, etc. Il avait même ses propres forêts desquelles il allait extraire le caoutchouc pour fabriquer les pneumatiques de ses véhicules. C'était vraiment une maîtrise totale de ces chaînes d'approvisionnement. Aujourd'hui, si on regarde un peu ce qui se passe dans le domaine automobile, eh bien, on est dans un appel à la sous-traitance qui est relativement important, puisqu'aujourd'hui, on estime qu'il y a à peu près 1200 intervenants dans la fabrication d'une voiture entre le fabricant, le constructeur automobile, ses sous-traitants, ses fournisseurs, les équipementiers, etc. C'est effectivement relativement important et on va perdre bien sûr de la visibilité sur ces chaînes d'approvisionnement puisqu'on va les multiplier. Alors, il y a 2 phénomènes qui expliquent tout ça. Le premier phénomène, c'est cette externalisation. Les entreprises ont eu besoin d'externaliser pour à la fois se recentrer sur leur cœur de métier. Le fabricant automobile, aujourd'hui, va penser un moteur, va penser un châssis, parfois les deux, mais ça s'arrête là. Après, c'est effectivement un vrai jeu de construction en s'appuyant, encore une fois, sur une multitude de pièces détachées qui arrivent d'une multitude de prestataires, de fournisseurs. Deuxième point, c'est aussi capter justement ce savoir-faire, cette innovation des fournisseurs, parce que c'est vrai qu'on a des fournisseurs qui sont, eux, centrés sur un métier spécifique, ils innovent, et c'est important d'aller capter cette innovation. En parallèle de cette évolution, il y a eu aussi la mondialisation, puisque bien sûr, les entreprises ont cherché aussi à être compétitives, et pour être compétitives, elles se sont tournées vers des pays low cost pour essayer de trouver des prix plus intéressants. Et donc, on se retrouve confronté à des chaînes d'approvisionnement qui sont
à la fois de plus en plus complexes, mais qui sont aussi de plus en plus éloignés. Résultat des courses, eh bien, on voit apparaître régulièrement dans la presse, dans les journaux, etc., des scandales autour de ces chaînes d'approvisionnement où on voit des pollutions qui ne sont absolument pas contrôlées et souvent des pollutions qui sont irrévocables. Et puis, on voit aussi des conditions sociales complètement bafouées. Alors, on va attaquer un secteur, si vous voulez, le textile, qui est fortement impacté, fortement concerné par les enjeux sociaux. Je rappelle simplement, dans ce programme, on est sur l'environnement et sur l'économie circulaire avant tout. Hein, donc, si effectivement je ne m'attarde pas trop sur les enjeux sociaux, bien qu'ils soient très très importants, encore une fois, sur ce segment d'achat, tout simplement pour répondre au périmètre défini dans ce programme-là. Alors, toutes ces chaînes d'approvisionnement, tous ces scandales, eh bien, s'explique encore une fois par cette méconnaissance des chaînes d'approvisionnement. Alors d'abord, les achats, ça représente effectivement un poids énorme dans les organisations, que ce soit les organisations publiques ou les organisations privées. La fonction achat devient finalement un gestionnaire de risque, hein, et ça devient effectivement une fonction de plus en plus stratégique pour les organisations. Et comme je vous disais tout à l'heure, on a perdu de la visibilité dans nos chaînes d'approvisionnement. La preuve en est, il y a une étude qui a été réalisée par IBM il y a quelques années sur les chaînes d'approvisionnement du futur. Et dans le cadre de cette étude, IBM avait interrogé 400 responsables de chaînes d'approvisionnement à travers le monde. Et sur ces 400 personnes, très peu, voire aucune de ces personnes avait la prétention de dire qu'elle maîtrisait totalement ces chaînes d'approvisionnement. Toutes les personnes interrogées estimaient qu'il y avait vraiment des zones d'ombre dans ces chaînes d'approvisionnement. Alors, c'est ce qui a expliqué un petit peu la réaction des entreprises quand il y a eu le problème du Rana Plaza. Rana Plaza, je vous rappelle que c'est cette entreprise dans le textile au Bangladesh qui s'est effondrée et qui a causé la mort de plus de 1200 salariés. Et à l'époque, toutes les entreprises qui avaient été incriminées dans cette catastrophe, eh bien, avaient toute la même ligne de défense quelque part. Hein. C'était de dire, on ne savait pas qu'on fabriquait dans ces usines-là, on ne savait même pas qu'on fabriquait au Bangladesh pour certains. Et sinon, c'est pas moi, mais c'est mon fournisseur de rang 1, 2, 3, 4, 5, mais c'est pas moi qui suis responsable de tout ça. Et à l'époque, il y a un député français qui s'appelle Portier qui avait été complètement choqué par cette réaction des entreprises en disant comment ça se fait que ces grands groupes aujourd'hui relativement puissants n'ont même pas conscience en 2013 des risques qui répercutent sur leur chaîne d'approvisionnement. Et ça a donné naissance à un projet de loi qui s'appelle d'ailleurs, puisque la loi a été votée en 2017, est rentrée en vigueur en 2017, qui s'appelle le devoir de vigilance et qui va demander aux grosses entreprises, justement, d'identifier préalablement les risques potentiels sur leur chaîne d'approvisionnement, d'évaluer leurs fournisseurs au regard de ces risques, mais surtout de construire un plan de vigilance, justement, un plan d'action pour mettre tous ces risques sous contrôle. Alors, face à tout ça, la fonction achat, elle a besoin d'évoluer. Au départ, la fonction achat était vue un petit peu dans toutes les organisations comme un centre de coûts. C'est un département, un service, une direction qui avait pour objectif de contribuer au résultat. Et un bon acheteur était souvent un bon négociateur. Hein. On qualifiait un bon acheteur, on mettait sur un piédestal celui qui savait négocier et tirer de la remise chez ses fournisseurs. Hein, ça, c'était effectivement le bon acheteur. Mais aujourd'hui, on voit que la recherche, effectivement, du prix le plus bas, eh bien, va engendrer des risques qui sont très impactants pour les organisations. Hein. Et donc, il va falloir aujourd'hui manager le risque. Et les fonctions achats deviennent de plus en plus des managers de risque. Et ils vont non pas essayer de contribuer au résultat, mais essayer de sécuriser le résultat des organisations. Aujourd'hui, je dirais que la maturité de la plupart des fonctions achats se situe un petit peu sur ce deuxième niveau, hein, en sachant qu'il y a un troisième niveau. Alors, je ne dis pas qu'il y a déjà des organisations qui sont déjà dans ce troisième niveau, hein, qui ont pris de l'avance. C'est des organisations qui vont chercher à développer du business avec les fournisseurs, hein, à réinventer des nouveaux modèles en s'investissant dans la relation avec leurs fournisseurs. Et donc là, on est dans du développement, de la coopération. On va partager justement cette innovation avec les fournisseurs.
Voilà un petit peu ce besoin nécessaire, en tous les cas, de faire évoluer les fonctions achats dans les organisations. Alors, comme je vous le disais, en même temps qu'est paru le devoir de vigilance en 2017, eh bien, est apparue cette fameuse norme sur les achats responsables, la norme ISO 20400, qui a été portée d'ailleurs par la France. Hein. C'est la France qui avait la présidence des travaux normatifs sur ce sujet-là. Alors pourquoi la France? Tout simplement parce que la France faisait partie des 3 pays les plus matures en achat responsable quand l'ISO a cherché à lancer ses travaux internationaux sur les achats responsables. Il y avait 3 pays, la France, le Brésil et l'Angleterre, qui étaient assez matures. L'Angleterre n'avait pas opté pour une déclinaison de la norme ISO 26000 dans la fonction achat, donc c'est une approche qui n'intéressait pas trop l'ISO, contrairement à la France et le Brésil, mais la France était plus en avance que le Brésil, c'est pour ça qu'on en a eu la présidence et que le Brésil a eu la vice-présidence de ces travaux-là. Donc cette norme, elle va poser les grands principes de la fonction achat, elle va clarifier, harmoniser les pratiques des organisations tout au long du process achat, elle va apporter un cadre de référence et des lignes directrices. Alors, j'insiste beaucoup, on est sur une norme qui n'est pas une norme certifiable. Hein. Vous ne verrez pas une entreprise qui dit je suis ISO 20400. Le seul signe de reconnaissance de la maturité d'une fonction achat au regard de cette norme ISO 20400 qui existe aujourd'hui, eh bien, en France, c'est le label RFAR. Hein, donc, relations fournisseurs et achats responsables, porté par la médiation interentreprise, donc par Bercy. C'est le seul référentiel aujourd'hui légitime pour, en tous les cas, témoigner d'une maturité dans une organisation. Cette norme ISO 20400, comme toutes les normes, hein, c'est une coproduction consensuelle. Elle est d'application volontaire. Personne n'oblige quiconque à mettre en application les recommandations de cette norme, mais c'est un outil, vous le verrez, qui me paraît, moi, indispensable aujourd'hui pour une organisation, notamment pour une organisation publique, puisqu'elle va vous permettre aussi peut-être de structurer vos spazeurs. Si vous êtes en pleine construction de spazeurs, c'est un outil qui est très intéressant, qui est très structurant en tous les cas pour ces démarches d'achat responsable. Alors, quel domaine couvre les achats responsables aujourd'hui? Parce que c'est vrai que c'est une notion qui est un petit peu vague. Eh bien, on va se référer, je dirais, aux 7 questions centrales qu'on va trouver dans la norme, qui sont les 7 questions centrales qu'on trouvait dans la norme ISO 26000, puisque je vous le rappelle encore, l'ISO 20400 n'est ni plus ni moins que la déclinaison de cette norme ISO 26000 dans la fonction achat. Donc, je dirais que la base reste là. Hein. Et donc, les 7 questions centrales n'ont pas bougé, ce sont bien les mêmes. C'est une question relative à la gouvernance des organisations, une question centrale autour des droits de l'homme, une autre autour de la relation de conditions de travail, une sur l'environnement, une sur la loyauté des pratiques, une autre sur les questions relatives aux consommateurs et pour finir, une sur les communautés et le développement local. Donc ça, c'est 7 questions centrales, mais il faut savoir que ces questions centrales sont déclinées en 37 enjeux de responsabilité et bien sûr, ces 37 enjeux sont interdépendants les uns des autres. Donc, à un moment donné, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand vous avez aujourd'hui une nomenclature achat qui est de plusieurs dizaines, voire quelques centaines des fois de segments d'achat. Si on veut effectivement responsabiliser l'ensemble de ces achats autour de ces questions centrales, eh bien, il va falloir prioriser un petit peu les choses. On ne peut pas travailler sur tout. Donc, il va falloir justement, au départ, cartographier un petit peu ces segments d'achat, essayer de regarder les segments d'achat les plus exposés à ces enjeux RSE pour pouvoir effectivement travailler en priorité peut-être sur ces segments d'achat les plus impactants. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire sur cette diapositive. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un achat responsable? Pour prendre la définition qu'on va retrouver dans la norme ISO 20400, qui est une définition assez théorique, hein, mais on verra une définition un petit peu plus opérationnelle tout à l'heure. Un achat responsable, c'est un achat dont les impacts environnementaux, socio-économiques, donc vous voyez bien qu'on retrouve là les 3 piliers du développement durable, sont les plus positifs possibles sur toute la durée du cycle de vie. Et il y a cette notion de durée du cycle de vie qui a toute son importance, ça aussi on en reparlera un petit peu plus tard. Alors, généralement, les achats responsables englobe à la fois des aspects de responsabilité liés aux produits ou aux services qu'on achète. Hein, le produit ou le service qu'on achète peut être impactant
par lui-même, besoin de ressources, va générer du transport, va générer des besoins en énergie, va émettre des émissions carbone, etc., etc. Donc, des impacts, encore une fois, liés aux produits et aux services. Mais on a également des aspects de responsabilité qui vont être liés aux fournisseurs qui vont intervenir dans cette chaîne d'approvisionnement, puisqu'ils vont avoir certaines responsabilités. Donc, ils peuvent être générateurs de risques, mais ils peuvent être aussi, à contrario, eh bien, un allié pour justement essayer de maîtriser ces risques, puisqu'on va pouvoir regarder, imposer aux fournisseurs eh bien, peut-être des conditions d'exécution qui vont permettre de mettre sous contrôle certains risques ou au moins d'en réduire les effets. Alors, la définition un petit peu plus opérationnelle de l'achat responsable, alors ça c'est moi qui vous la livre, hein, c'est une réflexion personnelle, mais je dirais que finalement, c'est ni plus ni moins d'abord que conduire son métier d'acheteur en se posant peut-être des nouvelles questions et essayer de s'arrêter un petit peu sur ces questions. Première question d'abord, c'est pourquoi j'achète? Et là, il y a une notion déjà de juste besoin. Hein, je rappelle que le produit finalement qui a le moins d'impact, et c'est celui en plus qui coûte le moins cher, c'est celui qu'on n'achète pas, donc qu'on ne fabrique pas. D'accord? Ça, c'est une notion déjà importante. Est-ce qu'on a réellement besoin d'acheter? Il y a aussi une approche importante sur la caractérisation du besoin. On n'a pas forcément besoin si je prends un exemple, on verra un petit peu plus tard, mais si un prescripteur qui arrive, je vais sortir mon textile, hein, mais qui arrive et qui dit j'ai besoin d'une tondeuse à gazon, c'est un besoin qui est très mal exprimé puisqu'elle est exprimée déjà, en fait ce n'est ni plus ni moins que l'expression d'une solution qui permet de répondre aux besoins. Le vrai besoin du prescripteur à ce moment-là, du client interne, c'est de couper de l'herbe. Parce que si on limite le besoin à j'ai besoin d'une tondeuse à gazon, ça veut dire qu'on ne se posera aucune question, aucune réflexion et on ira effectivement répondre à cette volonté du prescripteur. Or, si on traduit les choses en disant j'ai besoin de couper de l'herbe, ça veut dire que derrière, on va aller chercher toutes les alternatives que le marché propose, que les fournisseurs proposent pour couper de l'herbe. Et là, on arrivera effectivement à, par exemple, des moutons qui pourront venir paître dans les espaces verts pour tondre la pelouse, en fait, pour couper l'herbe. Voilà. Et puis, ça nécessite bien sûr tout ça, de mener une analyse fonctionnelle du besoin. La deuxième question, c'est qu'est-ce que j'achète, hein? Une fois qu'on sait vraiment qu'on a besoin d'acheter, qu'on a défini ce qu'on avait réellement besoin, eh bien, on va essayer de mesurer quels sont les impacts, mais aussi peut-être les opportunités qu'on peut capter sur ce segment d'achat. Et de voir un petit peu justement quel est le niveau de ces risques RSE, de ces enjeux RSE, et voir justement explorer toutes les alternatives pour voir celles qui ont le moins d'impact, mais on verra tout à l'heure, hein, qui respectent quand même les contraintes budgétaires, les contraintes techniques, etc. Troisième question, c'est à qui j'achète? Là, il va falloir regarder un petit peu les engagements RSE. Est-ce qu'on est sur des fournisseurs innovants? Est-ce que le fournisseur déjà est bien conforme à la réglementation? Est-ce qu'il maîtrise bien tous ces enjeux de RSE? Et la troisième question, c'est comment j'achète? Et cette question, finalement, elle va trouver des réponses au regard des réponses déjà apportées dans les premières questions. Ce que je veux dire par là, c'est que si j'achète quelque chose de très risqué et que j'achète ça à des fournisseurs qui aujourd'hui, au regard du sourcing que je vais faire, je m'aperçois que les fournisseurs ne sont pas très matures, ben mon risque va s'amplifier. Et donc là, j'ai intérêt, dans ma stratégie d'achat, à verrouiller la porte au risque, donc à mettre des critères peut-être de recevabilité relativement fermes, des pondérations relativement fortes, peut-être de demander des variantes, de travailler sur des stratégies de mise en concurrence, réserver peut-être des marchés, des lots à certaines entreprises, etc. Donc, comment j'achète, encore une fois, va trouver réponse aux questions précédentes. Hein, si au contraire, j'ai un produit qui n'est pas très risqué, des fournisseurs qui sont très matures, j'ai intérêt d'avoir des cahiers des charges beaucoup plus ouverts pour aller capter justement ces innovations et aller chercher des opportunités. Voilà pour cette définition un petit peu plus opérationnelle. Alors, les achats publics responsables, eh bien, c'est des leviers au service donc, des politiques publiques hein, qui vont permettre de protéger, de valoriser l'environnement et bien sûr qui sont en faveur du progrès social. Généralement, toutes ces
toute cette politique d'achat public, elle est cadrée par l'arrivée de nouvelles exigences. Hein. On voit des lois arriver comme la loi AGEC, hein, la loi EGalim, la loi climat et résilience, pardon, qui vont donc apporter de nouvelles obligations pour les acheteurs publics. Surtout, je trouve qu'il est très important de dire que ces réglementations vont permettre de réaliser des économies intelligentes, puisque bien sûr, l'objectif est d'inciter à la sobriété, aussi bien en termes d'énergie que de ressources, et c'est bien l'objet de l'économie circulaire aujourd'hui. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'achat public, il intervient à toutes les étapes du marché, hein, et ça, on va le voir après. Alors, les obligations de la commande publique, c'est vrai que l'obligation de prendre en compte le développement durable dans les achats publics ne date pas d'hier. Hein. Déjà en 2005, avec l'intégration de la charte environnement dans le bloc de la constitutionnalité, eh bien, on allait déjà promouvoir le développement durable dans les achats. En 2008, il y a eu une circulaire également relativement importante sur l'exemplarité de l'État au regard du développement durable. Mais aujourd'hui, c'est encore l'ordonnance de 2015 hein, qui reste l'expression la plus aboutie vers cette obligation. Et donc, finalement, toutes ces obligations vont pousser à travailler en mode projet. On ne travaille jamais seul sur un projet d'achat responsable, il va falloir travailler avec ses parties prenantes. Il va falloir réfléchir aux besoins, créer du dialogue au sein des entités acheteuses, avec les partenaires, bien sûr, et notamment les fournisseurs. Ça veut dire enrichir du sourcing et avoir une stratégie d'achat qui soit relativement pertinente. Alors, vous avez aujourd'hui un autre outil qui n'est pas un outil réglementaire, mais incitatif, c'est le PNAD, hein, aujourd'hui, qui va fixer des objectifs à horizon 2025. Donc, ce PNAD va vous permettre d'abord de vous préparer et de vous donner des recommandations, on va dire, des lignes directives pour mettre en œuvre les dispositions de la loi climat et résilience. Ça, c'est un point important. Mais surtout, donc, je voulais m'arrêter sur les objectifs. Vous savez que d'ici 2025, 100% des marchés publics devront intégrer une disposition environnementale et 30% des marchés publics devront imposer une disposition sociale. Et quand on regarde les chiffres actuels, eh bien, il y a encore du boulot. Alors, quelles sont les motivations ou les facteurs déterminants aujourd'hui pour mettre une démarche d'achat responsable dans les organisations, qu'elles soient privées ou publiques, hein? D'abord, c'est répondre aux demandes clients et à leurs exigences. Alors, quand on est dans les organisations publiques, ce ne sera pas forcément le terme client qui est le plus intéressant, mais les administrés. Hein, les administrés, aujourd'hui, les citoyens ont des attentes particulières et l'État se doit de répondre également à ces attentes. Optimiser les coûts, gagner en performance économique. Si longtemps les achats responsables, il y a une association que je vous recommande d'ailleurs, vous pouvez y adhérer, c'est l'OBSAR, l'Observatoire des achats responsables. C'est une association qui s'est créée au début des travaux normatifs français, hein, donc dans les années 2010, oui, pardon, quand je vous disais le CNA, donc la CEDAF, qui maintenant est le Sénat, et le service d'achat de l'État, qui est maintenant la direction des achats de l'État, avait sollicité AFNOR pour travailler sur cette déclinaison de la norme, déjà en 2010. Eh bien, il y a eu la création de cette association OBSAR, et l'OBSAR, depuis, mène chaque année un baromètre pour mesurer justement le taux de pénétration des achats responsables dans les organisations françaises, hein, entreprises et collectivités, administrations. Et donc, dans ce baromètre, on pose la question à un moment donné, quels sont les freins que vous rencontrez? Et pendant quelques années, les premières années, le frein des coûts était relativement mis en avant. Hein. Tout le monde disait, ce qui nous freine un peu, c'est que ça coûte cher, les achats responsables. Or, aujourd'hui, on s'aperçoit que c'est vraiment en bas de la liste des contraintes, des freins, parce que, avec le recul, on s'aperçoit que les achats responsables, au contraire, sont un vrai levier de performance économique. Alors, ça s'explique par quoi? D'abord, par la prise en compte du coût global. Là, il y a des mannes financières sur certains segments d'achat qui sont énormes à actionner. Ça, c'est un premier point. Le deuxième, c'est déjà effectivement de travailler sur un juste besoin, donc essayer de moins dépenser de l'argent. Hein. Comme je le disais tout à l'heure, ce produit qu'on n'achète pas, c'est celui qui coûte le moins cher. Et puis, la troisième chose, c'est la maîtrise des risques. Hein. Les risques peuvent avoir une incidence sur l'organisation
peuvent avoir des conséquences sur l'organisation et notamment des conséquences financières. Troisième point, c'est bien sûr la maîtrise donc, de ces risques. Hein. On vient d'en parler en termes de performance économique, mais bien maîtriser ces chaînes d'approvisionnement, c'est effectivement un facteur relativement déterminant. Ensuite, répondre aux obligations réglementaires et aux politiques publiques. Alors là, vous êtes en plein dedans, on l'a vu précédemment. Encourager le co-développement, capter l'innovation, gagner en avantage concurrentiel. Renforcer sa notation extra-financière et gagner la confiance des investisseurs. Hein, de plus en plus de banques, d'assurances aujourd'hui regardent un petit peu les engagements de leurs clients pour leur attribuer et leur chiffrer des prestations, parce qu'on voit qu'aujourd'hui, une entreprise qui est engagée dans la RSE, et donc les achats responsables étant un vrai levier pour permettre de s'engager dans la RSE, eh bien ces entreprises ou ces organisations sont beaucoup plus résilientes. Et donc, les banquiers et les assureurs accordent des fois des privilèges tarifaires, je dirais, à ces organisations engagées sur ces démarches. Répondre aux objectifs et aux engagements et aux valeurs de l'organisation. Hein. Aujourd'hui, toutes les organisations portent des valeurs, communiquent sur des valeurs, il est important. Et bien tout ça, ça infuse jusqu'aux pratiques de l'organisation et notamment aux pratiques achats. Réduire tout simplement l'impact environnemental et social de l'organisation, donc répondre, je dirais, aux grands enjeux planétaires, et puis respecter l'intérêt d'autres parties prenantes. Hein, on a parlé des administrés, des citoyens, des clients potentiels, etc. Mais il y a d'autres parties prenantes hein, aujourd'hui qu'il va falloir également satisfaire. Voilà, donc dans la norme ISO 20400, vous avez une liste un petit peu plus importante, un peu plus exhaustive de ces facteurs déterminants, mais là, vous en avez déjà un beau panel. Alors, dans la norme, eh bien, il est dit que pour élaborer une stratégie d'achat, eh bien, il va falloir travailler sur, là on va passer déjà un peu dans le côté opérationnel, hein. Il va falloir travailler justement sur cette analyse croisée dont je parlais tout à l'heure, l'analyse du besoin, l'analyse des risques, l'analyse des marchés et l'analyse des coûts. Hein, l'objectif étant de bien définir ce que vous avez besoin en caractérisant le besoin par une approche fonctionnelle. Ensuite, ça va être de les rechercher les interactions des différentes solutions que j'aurais trouvées en analysant mon marché. Hein. L'objectif de l'analyse de marché, c'est d'aller chercher ces alternatives qui vont permettre de répondre aux besoins. Une fois que donc, ces alternatives sont identifiées, encore une fois, je mesure les impacts, mais aussi, pourquoi pas, les opportunités que chaque alternative peut me générer. Mais derrière, pour valider l'alternative que je vais retenir, qui répondrait à mon besoin tout en ayant le moins d'impact et peut-être en étant économiquement la plus performante, il va falloir que je la valide par une approche des coûts, et notamment du coût global ou du coût du cycle de vie. On en parlera tout à l'heure, mais vous verrez que ces notions sont encore très peu exploitées, hein, et pourtant, encore une fois, il y a une vraie manne financière derrière. Alors, une fois que j'ai conduit tout ça, eh bien, j'arrive, j'ai suffisamment d'informations à consolider pour déterminer ma stratégie d'achat. La stratégie d'achat, qu'est-ce que c'est? Ben, ça va être quel est peut-être le dispositif que je vais mettre en place au niveau déjà de ma stratégie de mise en concurrence, pardon, je vais y arriver. Voilà, est-ce que je réserve des lots? Est-ce que je réserve des marchés? Est-ce que je vais faire appel aux variantes, aux options, etc. Ensuite, je vais aussi avoir peut-être mes critères de sélection de mes candidatures. Est-ce qu'aujourd'hui, je suis face à certains risques qui m'obligent, par exemple, eh bien, à ne m'adresser qu'à des entreprises qui maîtrisent totalement ce risque-là, donc qui ont peut-être mis en place des choses particulières. Je prends un exemple très simple. Si vous êtes sur un marché de terrassement, que vous êtes sur une zone Natura 2000, zone humide, avec des nappes phréatiques sous vos pieds, et puis peut-être une petite mare avec quelques espèces protégées, eh bien là, le risque sur la biodiversité va être relativement important. Trop important peut-être pour que je lance comme ça mon marché sans me poser la moindre question. Je vais peut-être demander à ce que les entreprises qui peuvent répondre à mon marché eh bien, aient mis en place un système de management de l'environnement
du type ISO 14001 ou équivalent, parce que je sais que mes risques sont trop importants, et là, ça vaut peut-être le coup que dans mes critères de sélection, j'impose ce genre de choses. Alors certes, je restreins ma concurrence, puisque je vais me tourner vers des entreprises relativement matures, mais ce sont des entreprises qui sont capables de m'apporter toutes les garanties que ces risques auxquels je suis fortement exposé et dont j'ai la responsabilité seront bien maîtrisés par mon fournisseur. Mais ensuite, derrière, ça va être toutes les exigences que je vais intégrer dans mon cahier des charges, des exigences qui peuvent prendre plusieurs, je dirais plusieurs, je cherche mes mots, mais excusez-moi, on peut utiliser plusieurs leviers. Voilà, donc je disais les spécifications techniques, donc je vais pouvoir définir mon niveau d'exigence environnementale à travers effectivement des exigences fermes dans mon cahier des charges. Quand j'achète un véhicule, que je dis je voudrais un véhicule qui émette moins de 80 grammes de CO2, je suis sur un critère de recevabilité des offres. Toute offre qui ne répondrait pas à cette exigence ne pourrait pas être acceptée. Donc voilà, ça peut être également des conditions d'exécution. Je vais obliger par un protocole à ce que mon fournisseur accepte de mettre en place une démarche, et le fait de répondre à mon marché, ça veut dire qu'il en accepte les termes, et surtout qu'il en accepte les pénalités qui vont être appliquées derrière si cette obligation n'était pas retenue. J'ai également mes critères d'attribution, où là je vais rentrer effectivement dans la mieux-disance et aller effectivement me tourner vers le fournisseur qui aura les garanties les plus intéressantes à me proposer en termes de développement durable face aux enjeux que j'aurai déterminés. Voilà, et puis derrière, ça va être aussi les clauses que je vais mettre, mon contrat, comment je vais le faire, voilà, est-ce que je mets un plan de progrès ou pas derrière, etc. Donc tout ça, c'est déterminé dans sa stratégie d'achat, mais cette stratégie d'achat, vous avez bien compris qu'elle est construite marché par marché, parce que chaque marché est différent, si vous voulez. Sur les marchés travaux, par exemple, on ne peut pas avoir une stratégie d'achat travaux préconstruite. Pourquoi? Parce qu'en fonction de la nature des travaux, en fonction de la localisation géographique, imaginez par exemple, vous avez un chantier au bord d'une voie ferrée, il y a du risque ferroviaire qui va arriver, etc. Des travaux entre période d'été ou en période d'hiver, les enjeux, les risques ne sont pas les mêmes. Voilà, donc il y a plein de facteurs qui font que cette analyse, on doit la mener à chaque début de projet important et construire donc une stratégie d'achat réellement adaptée à son marché. Alors, juste un petit rappel, on aurait pu mettre cette diapo un petit peu plus loin. Dans l'analyse du besoin, pensez bien, alors on parle d'analyse de la fonctionnalité, si vous voulez, une analyse du besoin par la fonctionnalité. Ce qui est très important aujourd'hui, c'est qu'il existe une économie de la fonctionnalité, c'est-à-dire que certains fournisseurs ne vous vendent plus de produits, mais une prestation qui va permettre de répondre à votre besoin. Donc ça, c'est effectivement quelque chose aussi d'important, de repenser votre besoin en se disant, est-ce que j'ai réellement besoin d'acheter le produit? Est-ce que finalement, le service rendu n'est pas suffisant pour moi? Et on verra, ça fait partie de l'économie circulaire, l'économie de fonctionnalité, et on en reparlera un petit peu plus loin. Vous verrez que c'est quelque chose de relativement intéressant. Alors, sur l'analyse du marché, eh bien, l'objectif, ça va être d'aller chercher un petit peu toutes ces innovations, toutes ces alternatives que proposent les acteurs du marché, qui sont des réponses à certains risques que j'aurais identifiés. Si je prends l'exemple justement du textile, du vêtement de travail, vous avez sur la droite de la diapositive toute une série de référentiels sur lesquels on peut s'appuyer, et on a des fournisseurs qui se sont investis dans l'éco-conception de certains produits et qui ont fait reconnaître par des organismes indépendants et bien justement la qualité environnementale des produits qu'ils proposent, alors environnementale et ou sociale, quand on parle du commerce équitable, on est plutôt sur les aspects sociaux, mais en tous les cas, voilà, vous avez quelques référentiels aujourd'hui qui concernent ce secteur du textile. Alors, c'est une présentation des labels les plus communs sur le textile, mais il en existe énormément derrière sur lesquels on peut s'appuyer. L'objectif de l'analyse du marché, c'est encore une fois surtout d'aller chercher et de connaître toutes ces alternatives pour construire son niveau d'exigence derrière. Alors, au niveau de l'analyse des risques,
il faut savoir que les risques, ils peuvent venir, alors on le disait tout à l'heure quand on a parlé de la norme, hein, que les aspects de responsabilité englobaient à la fois les aspects autour du produit, du service qu'on achète, mais aussi du fournisseur. Alors c'est vrai, ça en fait partie, hein. Mais au niveau des produits, imaginez, il peut y avoir par exemple de la présence de substances dangereuses. Hein, je prends l'exemple dans le textile, vous pouvez avoir des substances qui sont classées cancérigènes, mutagènes, reprotoxiques par exemple, ou allergènes. On peut avoir des pressions très fortes sur les ressources. Alors, par exemple, toujours dans le textile, on sait que le coton nécessite énormément d'eau. Il faut, je crois, enfin, plusieurs tonnes d'eau, donc plusieurs mètres cubes d'eau pour faire pousser 1 kilo de coton. Hein. Je crois que c'est de mémoire 4000 mètres cubes pour donc 4000 litres d'eau pour 1 kilo de coton, je vais y arriver. Donc 4 tonnes d'eau pour 1 kilo de coton. Ça nécessite également de la consommation d'énergie, ça peut générer des émissions atmosphériques, il y a l'obsolescence de certains produits, tout ça, eh bien, on voit que c'est des risques potentiels qu'on va trouver au niveau du produit. Le fournisseur, lui, il peut effectivement proposer des mauvaises conditions de travail, il peut ne respecter aucune réglementation environnementale, générer beaucoup de pollution, etc. Mais on va le voir, il y a également le risque du pays aussi. On a des pays, par exemple, où il peut y avoir de la forte corruption, non-respect des droits humains, de la réglementation environnementale très laxiste, alors, ça peut être aussi la réglementation au regard des conditions de travail, de la santé-sécurité des travailleurs, etc. Encore une fois, dans cette première présentation, on va être un petit peu plus large que les ateliers suivants où on se tournera vraiment sur l'environnement et l'économie circulaire. Mais regardez, par exemple, toujours dans le textile, on sait qu'aujourd'hui, 80% du coton qui vient de Chine est produit en exploitant la minorité vulnérable que sont les Ouïghours. Et donc, on s'expose à ce risque fortement probable qu'on ait bafoué des droits de l'homme pour produire le vêtement qu'on achète si on l'achète en Chine. La fonction achat également. La fonction achat, c'est pour ça qu'il est important de bien structurer une fonction achat. Eh bien, si je n'ai pas aujourd'hui de stratégie d'achat qui a été construite au regard des risques spécifiques de mon segment d'achat, la surqualité, la surconsommation aussi, ça peut être des risques. Hein, voilà, on n'est plus sur le juste besoin. Quand on est sur des relations avec des fournisseurs qui sont déséquilibrés, ça aussi, ça peut être la porte ouverte au risque. Et puis, il y a beaucoup d'organisations où on trouve des achats hors processus, donc des achats qui sont réalisés un petit peu comme ça, par tout le monde, sans s'appuyer encore une fois sur ces stratégies d'achat. Voilà, donc il est important d'avoir conscience de tous ces risques, hein, pour construire sa stratégie d'achat. Alors, l'approche du cycle de vie a toute son importance. Pourquoi? Parce que ça va éviter, je dirais, le transfert de risque d'une étape à l'autre. Aujourd'hui, pour fabriquer un produit, on a besoin de ressources. Ces ressources vont être transformées, vont donner naissance au produit, hein, donc dans les étapes de fabrication. On va transporter ces produits vers l'utilisateur et l'utilisateur derrière, eh bien, mauvaise pratique, il va aller jeter le produit qu'il a consommé, bonne pratique, il va essayer de regarder si on ne peut pas l'intégrer dans une filière pour valoriser ce produit et permettre justement d'éviter des pressions supplémentaires sur les ressources. Alors, ce qui est très important quand on a cette approche en cycle de vie, alors ce qu'on ne demande pas aux acheteurs, c'est de travailler sur des outils d'analyse de cycle de vie. Hein. Vous savez, ces outils d'analyse de cycle de vie, c'est des outils qui sont normés, qui vont permettre à des je dirais, services de recherche et de développement, d'aller mesurer l'impact produit en essayant de convertir certains impacts et sortir finalement, essayer de, comment dire, de trouver des dénominateurs communs, hein, pour arriver à définir quels sont les impacts d'un produit et de repérer les phases sur lesquelles l'impact est le plus important. Là, on ne parle que d'une approche en cycle de vie, c'est-à-dire la conduite de sa réflexion tout au long de ce cycle de vie. On ne vous demande pas d'utiliser des outils pour ça, mais par exemple, on sait que aujourd'hui, on peut
avoir besoin de substances pour les teintures, etc. Mais ces teintures peuvent avoir effectivement une conséquence derrière sur l'utilisation, puisque ça pourrait générer des allergies ou des problèmes de santé. Donc à un moment donné, c'est faire attention quand on va aller essayer de lutter. Alors je vais vous donner un exemple qui là aussi sort un petit peu du domaine textile. J'avais travaillé, moi, avec, à l'époque, GDF Suez, avant qu'il s'appelle Engie, sur un marché de pneumatiques à l'échelle européenne, des pneumatiques de poids lourds. Et c'est vrai que quand on avait regardé au niveau donc, des ressources et de la fabrication, quand on était à ce stade-là de l'analyse, on s'est aperçu que pour faire un pneumatique, il fallait 40 substances chimiques très préoccupantes. Et on avait regardé s'il n'existait pas des alternatives à ces substances. Et effectivement, à l'époque, on en avait trouvé. Certains fabricants étaient rentrés dans des marges d'éco-conception, travaillaient sur des projets de recherche et développement sur les pneumatiques et avaient remplacé certaines substances chimiques par des polymères biosourcés, des agropolymères, par exemple l'amidon de pomme de terre, l'amidon de maïs, etc. Seulement, on s'est aperçu qu'au stade où on avait fait cette étude, eh bien, la recherche et le développement n'étaient pas suffisamment avancés. Et donc, les pneus fabriqués à partir de ces agropolymères eh bien, avaient un coefficient de roulement, c'est-à-dire un frottement sur la route beaucoup plus important que les autres pneumatiques, ce qui allait générer des surconsommations des véhicules dans la phase d'utilisation. Or, c'est dans la phase d'utilisation que se concentrait 95% de l'impact d'un pneumatique. Donc, vous voyez, à vouloir intervenir sur une substance préoccupante très en amont, eh bien, j'allais générer beaucoup plus d'impact sur la phase d'utilisation. C'était à l'époque trop prématuré d'aller vers ce niveau d'exigence. Donc, on est resté à l'époque, je dirais, sur les ingrédients habituels pour fabriquer un pneumatique pour permettre d'avoir le meilleur coefficient de roulement, donc d'avoir les consommations d'essence les plus faibles possibles dans l'utilisation des pneumatiques, et c'est ce qui permettait de réduire globalement l'impact du pneumatique. Pardon. Voilà, alors sur les pneumatiques et sur les textiles, si on prend l'exemple d'une veste d'hiver, également il faut des matières premières, on va les fabriquer, on va les transporter, on va les utiliser et puis derrière il y a une fin de vie et il va falloir justement essayer de changer un petit peu tout ça, essayer de trouver comment on va pouvoir valoriser ces vêtements et de s'inscrire vraiment dans une démarche d'économie circulaire. Alors, on a vu l'analyse du besoin, on a vu l'analyse des risques. On va parler maintenant de l'analyse des coûts. Je vous ai parlé tout à l'heure de cette approche, je vous parlais de TCO, je vous parlais de l'analyse de cycle de vie. C'est des notions un petit peu différentes, il faut être assez prudent. Pendant très longtemps, on s'est toujours basé sur le prix pour acheter. On a même vu des organisations qui faisaient appel aux enchères inversées. Qui dit moins c'était en gros, j'ai besoin de ça, qu'est-ce que vous me proposez comme prix? Et les fournisseurs devaient enchérisser, mais à la baisse, en disant moi c'est 100 000 euros, moi c'est 95 000, moi c'est 90 000. Et puis le dernier qui se prononçait dans les temps de l'enchère remportait le marché. Donc on était vraiment sur de la moins-disance. Et on achetait tous les problèmes qui allaient avec. Et on les achetait pas cher. Donc, et ils coûtaient très cher. Donc le prix, ça c'est le premier élément. Quand on parle de TCO, le coût total de possession, eh bien, on va englober dedans les coûts d'acquisition, d'utilisation et les coûts de fin de vie du produit. C'est-à-dire j'achète mon vêtement, mais peut-être que derrière, il va falloir que je l'entretienne, que je le répare, et puis que je m'en débarrasse à la fin. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le coût total de possession, le TCO. Une notion qui a été plus ou moins développée ou tout au moins mise en avant par l'OPSAR, justement, l'Observatoire des achats responsables, c'est le coût global élargi. En se disant, mais attention, il y a le coût total de possession, mais il y a aussi des coûts et des bénéfices pour l'organisation. Alors là, on va rentrer un petit peu dans ce qu'on appelle les externalités. Et ces externalités, alors pour la plupart, certaines, on peut les mesurer, on peut essayer de définir des coûts de ces externalités. D'autres, c'est beaucoup plus compliqué dans le coût global élargi. Je prends un exemple sur mon vêtement de travail. Mon vêtement de travail est aussi un vecteur de communication.
Si je suis une organisation qui développe sur le développement durable et que j'ai mon personnel qui arbore des vêtements de travail avec peut-être la petite étiquette Ecotex 100 ou coton bio ou des choses comme ça va dans le sens des valeurs que je promeus. Et donc, c'est en termes de communication quelque chose de relativement important. Est-ce que je suis capable de mesurer ce que me rapporte finalement ça? C'est difficile. Alors peut-être qu'une agence, enfin qu'un service, une direction de communication pourrait l'estimer, mais c'est assez compliqué. Un vêtement de travail, par exemple, qui est pas très confortable, qui emprisonne un petit peu, je dirais, l'utilisateur dans ses mouvements, eh bien, il y aurait peut-être une perte de productivité derrière, où il y aurait peut-être plus de risques d'accident de travail parce que la personne serait peut-être moins agile. Et donc, ça, est-ce que je suis capable aussi de le chiffrer? Donc, voilà, c'est toute la difficulté de l'exercice, c'est est-ce que je suis capable ou pas de monétariser ces externalités. Mais toutes ces externalités qui rentrent dans le coût global élargi, vous voyez qu'elles ne concernent que votre organisation. C'est encore une fois, c'est les coûts portés par votre organisation ou les coûts, en tous les cas, générés pour votre organisation si on est sur des externalités positives. Dans la norme ISO 20400, l'ambition va encore plus loin. C'est-à-dire qu'on va regarder ces externalités, mais pour le compte des entreprises. Pour le compte pardon, de la société en général, excusez-moi. On sort du cadre de votre organisation, mais c'est pour la société parce que votre vêtement de travail, c'est des pressions sur des ressources, donc de la raréfaction de ressources. C'est peut-être des pertes d'emploi quand on va acheter des vêtements de travail à l'autre bout de la planète alors qu'on aurait pu les faire fabriquer en France, etc., etc. Donc ça, ce sont toutes les externalités dont vous ne supporterez pas les coûts ou les bénéfices, mais malgré tout qui sont liés directement ou indirectement à votre achat et qui sont portés par la société. Vous voyez, les pollutions qui sont générées par les entreprises du textile quand ils vont déverser leurs effluents dans les rivières, hein, c'est le cas au Bangladesh, hein, où on estime que la plupart des rivières sont très polluées maintenant et atteignent des seuils relativement dangereux. Eh bien, cette pollution, elle coûte à la société. D'accord ? Elle est générée par les achats de vêtements, mais elle n'est pas portée par l'organisation elle-même. Et donc, là, vous voyez, on arrive sur un niveau d'ambition relativement important. Alors, si déjà les organisations, les acheteurs arrivent à travailler sur le coût total de possession, ça sera déjà super bien parce que c'est encore très peu exploité dans les organisations. Le coût global élargi, ce serait le top. Hein, mais avant d'en arriver à travailler sur le coût du cycle de vie, comme le demandent d'ailleurs les règles du marché public. On parle du coût du cycle de vie dans les marchés publics. Donc vous voyez, cette ambition est relativement forte. Et aujourd'hui, pour travailler dans les marchés publics sur ce coût du cycle de vie, on aurait besoin de valeurs tutélaires, c'est-à-dire qu'on soit capable de monétariser certains impacts, mais aujourd'hui, on n'est pas capable de le faire. Alors, quand je dis on n'est pas capable, on pourrait arriver à le faire. D'ailleurs, la preuve en est, c'est que ça a été fait sur un marché qui est les véhicules, puisque vous savez que la directive sur les véhicules propres, eh bien, définissait un coût de grammes au CO2 ou de grammes de particules fines. Donc, on avait bien arrêté et défini des coûts que l'acheteur pouvait utiliser pour déterminer ce coût du cycle de vie, au moins sur ces deux émissions qui étaient le CO2 et les particules fines. Alors, je continue un petit peu. Ici, je vous ai listé un petit peu quelques coûts sur le textile. Donc, vous voyez le prix d'achat, la personnalisation ou la retouche, le coût logistique, donc pour distribuer les vêtements de travail aux agents, leur donner leur dotation de vêtements, les frais d'entretien, mais ça comprend l'eau, l'énergie, les produits lessiviels ou les nettoyants plus chimiques, si on est sur du nettoyage à sec, par exemple, ou des choses comme ça. Donc, bien sûr, il y a les frais de réparation, les coûts de non-qualité, l'obsolescence, un vêtement de travail qui se déchire ou autre. Et le coût du traitement en fin de vie. Donc ça, ce sont des coûts plutôt directs sur ce coût du vêtement. Les coûts indirects, ça va être l'impact plus ou moins négatif sur l'image de l'entreprise, la perte de productivité, je vous en parlais tout à l'heure, avec un produit qui serait inconfortable, le mécontentement des agences, avec pourquoi pas un conflit social, si les agents ont l'impression d'abord d'être déguisés au lieu d'être habillés, et puis si en plus les vêtements de travail sont allergènes ou sont
ou sont de mauvaise qualité, voilà, où on perd un peu de l'agilité, il pourrait être mécontent. Et puis, il y aura tous les coûts de santé-sécurité qui peuvent être attachés, hein, les allergies, les irritations, les démangeaisons, mais aussi, donc, je vous disais, les accidents. Euh, Ça, c'est des coûts indirects. Et après, les coûts des externalités, bah, c'est les impacts environnementaux sur la fabrication, donc les ressources, la biodiversité, les déchets, les pollutions, les gaz à effet de serre, etc. Les impacts sur la santé publique, hein, puisque toutes ces pollutions vont générer des impacts sur la santé publique. Vous n'avez qu'à voir au Bangladesh, hein, beaucoup de personnes dans les régions où il y a l'industrie du textile qui est fortement développée, il y a énormément de problèmes de santé publique. Et puis, il y a aussi ce risque sur les emplois du territoire. Donc, ça peut être là aussi des coûts positifs ou négatifs, hein. Si je relocalise un petit peu la production de mes vêtements, je vais créer de la valeur sur mon territoire. Si au contraire, je vais aller m'approvisionner en Chine ou au Bangladesh, je vais appauvrir mon territoire en termes d'emploi. Alors, ce qui est très important quand on parle d'analyse des coûts, c'est qu'il va falloir mener cette approche le plus tôt possible dans le process achat. Pourquoi? Tout simplement, plus vous attendez, hein, et si vous réservez cette approche en coût global uniquement au moment de la négociation, eh bien, vous allez avoir une économie potentielle qui est relativement faible. 80% de l'économie potentielle se génère dans la caractérisation du besoin. Et ça, c'est très important de le savoir. Si je reprends mon exemple tout à l'heure de tondeuse, si j'utilise la notion de coût global au moment de la négociation pour déterminer le prix de ma tondeuse A par rapport au prix de ma tondeuse B, en prenant en compte les consommations d'essence, l'entretien, etc., bon, ok, je vais gagner peut-être une centaine ou 200 euros, hein, et je serai super content, mais j'aurai passé des heures. Si par contre, très en amont, j'utilise cette approche en coût global pour me dire, est-ce qu'il vaut mieux que j'achète aujourd'hui une tondeuse en prenant en compte le salaire de la personne qui va passer ma tondeuse, le coût de stockage de ma tondeuse, le coût des consommations de ma tondeuse, le coût de l'entretien de ma tondeuse, etc., etc., et que je regarde la solution, par exemple, de sous-traiter auprès du secteur adapté et protégé, ou bien d'aller effectivement demander à un prestataire de venir avec ses moutons pour leur faire paître ma pelouse, eh bien là, je vais avoir des mannes financières beaucoup plus importantes d'une solution à l'autre. D'accord? Donc vous voyez bien que c'est quand j'ai défini mon besoin que j'ai généré le plus d'économies potentielles. Je réponds à mon besoin et je génère de l'économie. Alors qu'encore une fois, si je l'utilise vraiment à la fin, ouais, je vais gagner quelques centaines d'euros et je vais finalement me prendre la tête pour pas grand-chose. Alors. Excusez-moi, Bruno. Je voudrais juste vous faire part du fait qu'il y a une question sur les coûts. Est-ce que vous voulez qu'on la prenne maintenant ou en fin de présentation plutôt? Alors, excusez-moi, parce que moi, en fait, je ne vois pas les. J'ai que mon écran, en fait. Oui, non, bien sûr, c'est pour ça que je me permets de vous couper. Donc, n'hésitez pas. Oui, mais quelle est la question? Du coup, on a Fabrice Cara qui nous demande comment contrôler les coûts des externalités autrement que sur le déclaratif des entreprises. Alors, le déclaratif, c'est un petit peu. Dans les marchés publics, le déclaratif, c'est très dangereux. Tout doit reposer sur un mode de preuve qui soit en plus relativement fiable. Il vaut mieux, selon moi, poser moins de questions, peut-être réduire un peu son périmètre d'analyse ou son périmètre d'exigence pour s'appuyer effectivement sur des exigences qui soient vérifiables. Vous voyez, aujourd'hui, il y a énormément d'organisations qui se sont lancées, en oubliant d'ailleurs tout le reste, et ce qui m'agace un petit peu, bon, qui se sont lancées dans la décarbonation de leurs achats. On ne parle que de ça. Et beaucoup demandent, c'est quoi le poids carbone de vos produits? Bon, il faut savoir qu'aujourd'hui, on est incapable de comparer le poids carbone de deux produits différents. Pourquoi? Parce que on a un gros doute sur les sources. Il y a des bases de données, l'ADEME en a fait une très bien, mais c'est des données génériques. D'accord? Donc, ce n'est pas l'impact carbone d'un fournisseur particulier. C'est un poids carbone moyen pour, je sais pas, l'achat d'un t-shirt, par exemple. D'accord? Mais en fonction, je dirais, de l'outil utilisé, du périmètre sur lequel je vais travailler, en fonction vraiment de mes chaînes d'approvisionnement et autres, j'ai des données. Si réellement on voudrait comparer mon impact en tant que fournisseur,
il faudrait que ce soit super bien cadré. Or, aujourd'hui, il n'y a aucun outil qui cadre tout ça. Donc, moi, je dis attention, rentrer sur ce genre d'exigences et de critères, c'est dangereux dans le sens où c'est là-dessus, de toute façon, qu'on va vous juger au niveau de, je dirais, du droit. Hein. Vous pouvez fixer toutes les exigences possibles. On n'ira jamais, quelque part, vous juger sur ce que vous achetez, hein, sur votre besoin. Vous voyez, si vous dites j'ai besoin d'un vêtement de travail en coton bio, produit dans le cadre du commerce équitable, j'ai besoin ou de fibres recyclées, par exemple de fibres synthétiques recyclées, etc. Vous pouvez définir votre niveau d'exigence. Il n'y a aucun problème, personne ne viendra vous dire quoi que ce soit sur votre niveau d'exigence. Et plus vous allez être exigeant, plus vous allez restreindre le champ de la concurrence, mais ça s'appelle être discriminant, ça ne s'appelle pas être discriminatoire. D'accord? Ça, c'est très important, cette notion-là. Par contre, sur les critères d'attribution, c'est là où vous allez départager les offres d'un prestataire par rapport à l'autre. Et si, juridiquement parlant, un prestataire ne comprendrait pas pourquoi il est exclu, c'est sur ces critères d'attribution qui va conduire un petit peu, je dirais, son analyse de voir pourquoi il n'a pas été retenu. Et si vous avez des critères qui sont effectivement pas opposables, juridiquement parlant, ça c'est un problème puisqu'on vous juge sur comment vous achetez, et là on est bien sur comment vous achetez. Alors les allégations des fournisseurs, attention, en fonction des critères que vous allez choisir, de pouvoir vous appuyer sur un mode de preuve qui soit reconnu. Donc ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que vous avez, on l'a vu tout à l'heure, une multitude de labels, et on reverra ça dans le cadre des ateliers un petit peu plus opérationnels. Tous ces labels, eh bien, ont été élaborés sur la base de certaines exigences. D'accord ? Des exigences qui ont été décidées par, je dirais, une commission normative qui va définir voilà, ce qu'on attend d'un produit pour dire qu'il est effectivement, qui répond à l'exigence de ce label-là. Et c'est contrôlé par un organisme indépendant. Hein, on est sur ce qu'on appelle les labels de type 1, hein, ça, cadré par une norme. Et donc, si j'ai un mode de preuve sur lequel je vais pouvoir m'appuyer, qui est incontestable, là, je peux y aller. Quand on est sur des exigences qui sont qui sont fondées de toute façon sur les seuls propos d'un fournisseur, donc sur les allégations d'un fournisseur, il va falloir faire attention. Et cette notion de coût, ça rentre un petit peu dans la même chose, c'est-à-dire que si j'ai un coût qu'on arrive à me démontrer, je peux le prendre en compte. Si c'est un coût que je n'arrive pas, qu'on n'arrive pas à me démontrer, il va peut-être falloir que je m'en passe. Hein. Si simplement je demande une valeur et je n'ai aucun élément pour la vérifier, eh bien, réduisez un petit peu peut-être le champ, mais basez-vous uniquement sur sur des allégations qui reposent sur quelque chose de relativement important, quoi. Voilà. Alors après, dans le dialogue, en amont, dans le sourcing, on peut discuter hein, avec les fournisseurs, etc. Hein, ils peuvent vous dire ce qu'ils ont envie de vous dire, vous pouvez réceptionner un petit peu ce qu'ils vous disent, mais attention derrière, dans les marchés, bien être sur des choses qui soient vérifiables, qui soient opposables, qui soient mesurables réellement. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à la question. Oui, oui, de toute façon, on pourra compléter cela lors des ateliers. Ok. Merci. Super. Voilà. Alors, bon, l'économie de la fonctionnalité, on va en parler 2 minutes. Je pense que vous connaissez tous aujourd'hui ce nouveau modèle économique. Il y avait une personne des services des achats de l'État qui est à l'origine de tous ces travaux normatifs qui s'appelait Gérard Bruno. Je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont connu, mais Gérard Bruno disait toujours, il est à la retraite maintenant, Gérard Bruno disait toujours, l'économie circulaire, c'est une économie qui tourne rond, mais pas une économie qui tourne en rond. Je trouvais que ça résumait bien le principe de cette économie circulaire. Donc là, on est effectivement sur 3 grands domaines, hein, sur l'offre des acteurs économiques, sur la demande et comportement des consommateurs, sur la gestion des déchets, et vous avez 7 leviers d'action, hein, ça c'est l'ADEME hein, qui a défini ce schéma. Vous avez l'extraction, l'exploitation et achat durable, l'éco-conception, l'écologie industrielle et territoriale, l'économie de la fonctionnalité, dont on a parlé tout à l'heure, les consommations responsables,
avec l'achat, la consommation collaborative, l'utilisation, etc., l'allongement de la durée d'usage et le recyclage. Et vous voyez que c'est un super terrain de jeu finalement pour l'acheteur pour définir d'abord ses niveaux d'exigence et pour travailler notamment sur, vous voyez, l'allongement de la durée d'usage, sur tout ce qui est également éco-conception, etc., tout ce qui va être valorisation en fin de vie des produits. Tout ça, ce sont des éléments qu'on va prendre en considération dès le départ, quand on va commencer à travailler sur le projet. On ne va pas attendre d'avoir acheté ces vêtements de travail pour commencer à s'inquiéter de leur durabilité ou de leur valorisation en fin de vie. C'est très en amont que tout ça se travaille et il est très important aujourd'hui de prendre en compte cette économie circulaire. Et encore une fois, on le verra lors des ateliers très opérationnels, c'est beaucoup plus intéressant effectivement pour l'acheteur. Enfin, c'est un terrain de jeu intéressant, l'économie circulaire pour l'acheteur, pour fixer des niveaux d'exigence, mais on y reviendra dessus. Alors, quand on a vu tout ça, comment on va répondre à ces ambitions? Parce que dans certaines organisations, on a une certaine influence sur certains fournisseurs et puis on a sur d'autres fournisseurs aucune influence. Quelle que soit l'organisation, essayer d'aller défier HP ou Apple ou Microsoft, etc., de répondre à vos exigences environnementales s'ils n'y répondent déjà pas. Ils ne bougeront pas d'un petit doigt et vous n'avez aucune influence sur eux. Si vous leur dites ce serait bien de mettre les petits boutons là en plastique recyclé, ils vous diront si vous n'êtes pas content, vous allez voir ailleurs. Vous n'avez aucune influence sur ces gens-là. D'accord ? Par contre, vous avez de l'influence sur d'autres types d'organisations. Quand vous faites appel à des entreprises plus modestes, vous pouvez être relativement influent sur eux et leur imposer justement qu'ils revoient peut-être un petit peu les choses et qu'ils vous répondent à certaines exigences. D'accord ? Donc là, on est sur une organisation d'abord qui est relativement engagée et volontaire sur les achats responsables, qui souhaite faire changer les choses. Alors, quand on ne peut pas avoir d'influence sur un fournisseur, c'est pas pour autant qu'on va tout ranger en se disant, bah bon, j'ai pas d'influence, donc je vais pas faire des achats responsables. On peut très bien, déjà, réaliser d'abord une étude approfondie du marché, définir des spécifications précises au regard de la maturité du marché, s'appuyer sur des référentiels, des normes, des labels, adopter une approche en mieux-disance et pondérer des critères en fonction des enjeux. Si vous achetez un ordinateur ou un téléphone, c'est sûr que vous ne ferez pas changer votre fournisseur, mais parmi ces fournisseurs, ils ont des produits qui sont plus responsable que d'autres. Donc, il va falloir aller définir ce que vous entendez par un produit plus responsable. Donc, c'est là où vous allez définir peut-être, si je prends un textile, quelle matière première je vais exiger, est-ce que je veux de la matière recyclée, est-ce que je veux de la matière biologique, etc. Est-ce que je veux l'absence de substances, etc. Donc, c'est au regard un petit peu de ce que propose le marché, vous allez aller regarder ce qu'il y a de mieux et construire vos exigences sur la base de ce qu'il y a de mieux. Et là, vous lancez un marché et ceux qui se rapprochent le plus de vos exigences gagneront le marché. Donc, vous allez sélectionner finalement le meilleur de la catégorie au regard des exigences que vous allez vous fixer. Quand on a de l'influence, là, on va pouvoir exercer ce pouvoir d'influence en imposant peut-être des spécifications de rupture, des conditions d'exécution avec des pénalités, coopérer au développement de solutions innovantes avec le fournisseur et travailler peut-être dans une relation beaucoup plus équilibrée et de développer encore une fois, de co-développer les produits avec les fournisseurs. D'accord ? Donc l'achat responsable, on en fait, mais peut-être différemment quand on a de l'influence ou quand on n'a pas d'influence sur les fournisseurs, mais en tous les cas, ce n'est plus une excuse de ne pas faire des achats responsables. Ça ne devrait pas être une excuse en tous les cas. Voilà pour cette présentation. Alors, on a fini un petit peu plus tôt. Pardon. On peut prendre du temps maintenant pour discuter, si vous voulez. Comme vous êtes un petit peu nombreux et qu'on n'a pas pu prendre beaucoup de questions en route, ben, je suis là pour y répondre, en sachant que, bien sûr, toute la partie opérationnelle, on la développera dans les ateliers qui vont suivre à partir de la semaine prochaine. Alors, est-ce que vous avez des questions ? Bruno, moi, pour le coup, je vais avoir une question à vous poser et en tout cas, merci beaucoup pour cette présentation. Je voudrais savoir, quand on est acheteur,
Comment est-ce qu'on peut faire pour savoir en fait à quel stade du cycle de vie les impacts environnementaux sont les plus importants, de manière à avoir l'achat le moins impactant, on va dire? Alors, on peut se reposer sur des travaux réalisés par certains acteurs importants du marché. Je prends l'exemple des pneumatiques. À l'époque, je vous disais, la phase la plus impactante, on l'avait trouvée aux phases d'utilisation. Sur quoi s'est appuyé? Bien, sur des travaux justement d'analyse de cycle de vie fabriqués là cette fois par des services de recherche et de développement avec des outils qui mesurent vraiment cet impact sur chacune des étapes du cycle de vie. Et on avait récupéré comme ça deux ou trois analyses de cycle de vie de deux ou trois fabricants différents. Et c'est vrai qu'on avait regardé, on a simplement vérifié que ces trois analyses de vie traduisaient un petit peu les mêmes résultats, à quelques nuances près, et ce qui nous donne déjà effectivement un schéma par rapport à ça. Donc on peut s'appuyer là-dessus quand elles existent, mais en cherchant un peu sur Internet, on trouve beaucoup de choses. Surtout que maintenant, vous avez en plus l'intelligence artificielle qui peut vous aider là-dessus. Alors attention, vérifiez bien les sources, demandez à l'intelligence artificielle de vous remonter la source pour pouvoir après la vérifier derrière. Mais en tous les cas, ça peut être une solution. On l'a déjà testé, ça peut fonctionner, et même bien. Ensuite, il y a une histoire aussi de bon sens. Alors, il y a le dialogue avec les fournisseurs. Les fournisseurs savent à un moment donné où ils impactent le plus. Alors, ça nécessite d'avoir une bonne relation avec eux, une relation de confiance, parce que, effectivement, parler des impacts du produit qu'il vous vend, c'est toujours un peu compliqué pour lui. Parce que si on le laissait s'exprimer lui-même, il n'y aurait pas de problème avec le produit qu'il vous vend, tout va bien. Mais malgré tout, on a quand même quelques fabricants aujourd'hui qui sont soucieux, en tous les cas, de l'impact de leurs produits, qui connaissent l'impact de leurs produits et qui sont capables de le partager. Bon, tout ça, ça se fait très en amont du marché, quand on travaille dans le sourcing. Voilà, mais il y a beaucoup d'informations. Alors aujourd'hui, de plus en plus aussi, les filières, je pense aux syndicats professionnels par exemple, s'investissent de plus en plus. Ils ont tous une commission de développement durable sur laquelle ils comprennent les enjeux aujourd'hui. Ils voient que toutes les entreprises, toutes les organisations vont vers les achats responsables parce qu'on l'a vu, il y a un cadre juridique qui concerne tout le monde, que ce soit le devoir de vigilance en privé, que ce soit la loi climat et résilience, la loi AGEC, etc., pour l'ensemble des organisations, mais notamment pour le public. Les filières, elles sont sensibles à ça. Elles se disent, bon, on n'a pas intérêt aujourd'hui à scier la branche sur laquelle on est assise. Si on campe un petit peu sur nos positions alors que la demande, elle évolue. Si nous, on ne fait pas évoluer l'offre dans le sens de la demande, à un moment donné, ça ne marchera pas. Donc, il y a ces commissions qui se mettent en place, ces groupes de travail, de discussion au sein des filières. Et donc, c'est intéressant aussi d'aller voir un petit peu sur les sites de ces organisations professionnelles, un petit peu ce qui ressort de tout ça. Et on voit qu'il y a des initiatives intéressantes. Il y a de l'information qui est véhiculée aujourd'hui, qui circule, en tous les cas, qui est relativement riche. Alors, dans le cadre d'un sourcing, avez-vous connaissance de fournisseurs qui pratiquent le réemploi et la réutilisation? Alors, oui, alors ça existe sur plein de marchés différents. Si je regarde dans le textile, on voit que les grandes marques aujourd'hui, je pense à des gens comme Retail ou des gens comme, qui c'est qu'il y a d'autres? Enfin, tous les gens qui, par exemple, fournissaient des vêtements de travail, aujourd'hui commencent à proposer de la location d'entretien de vêtements. On est bien là, encore une fois, dans le réemploi, on rentre bien dans l'économie de fonctionnalité. Alors sur le réemploi et la réutilisation, dans le milieu professionnel, c'est surtout la réutilisation des fibres recyclées. On n'est pas trop sur, tiens, ce vêtement de travail, il a servi 4 ans chez EDF, j'ai décousu l'étiquette et maintenant je le mets à la SNCF. Non, ça ne fonctionne pas trop comme ça. Mais c'est en fin de vie, la matière qui est recyclée, notamment les matières synthétiques, et qui sont réutilisées dans le cadre de la fabrication d'autres vêtements. Donc voilà. Mais il y a de plus en plus d'entreprises qui se proposent aujourd'hui de ne plus vous vendre les vêtements de travail, mais de vous les louer, de les entretenir et de pouvoir les réparer. Ce qui permet de prolonger la vie du vêtement parce que
quand on avait aujourd'hui des vêtements de travail qui étaient sous la responsabilité, je dirais, de leur utilisateur, donc de l'agent, il y avait peut-être une petite dotation pour l'entretien de ces tenues de travail, mais en fonction du programme de la machine à laver qu'il utilisait, bah, il pouvait avoir effectivement une décoloration du vêtement. Dès qu'il y avait un petit accroc, bah, s'il n'allait pas forcément chez le couturier pour le faire réparer, hein, au bout d'un moment, il changeait son vêtement et autres. Alors que là, le fait que le fabricant du vêtement reste propriétaire de son vêtement, qu'il assure lui-même l'entretien, déjà il a un programme d'entretien qui est vraiment adapté au vêtement pour essayer de le prolonger le plus possible. Et il a surtout un poste de réparation s'il y a un petit accroc, s'il y a une couture à refaire, etc. Il peut anticiper et on a effectivement maintenant des vêtements de travail qui arrivent à durer beaucoup plus longtemps. Je ne sais pas si ça répond à la question de Edouard. Andy, pardon. Enfin, je ne sais pas si le prénom c'est Edouard ou Andy. Oui, je vous remercie. Et le prénom, c'est Andy, du coup. Andy. Excusez-moi, Andy. Il n'y a pas de souci. Est-ce que vous avez d'autres questions? Pas de questions. En tout cas, pour les personnes qui auraient des questions qui leur viennent plus tard, vous pouvez bien sûr m'envoyer un mail. Vous avez mes coordonnées normalement parce que je vous ai envoyé les invitations pour les ateliers. Donc, vous pouvez m'envoyer un mail et ensuite je transmettrai à Bruno si besoin, hein, bien sûr. Alors, juste peut-être une précision hein, sur les ateliers. Là, je prêche un petit peu pour ma paroisse. Hein, venez aux ateliers, c'est très intéressant. Bon, ça sera très interactif. Alors, c'est vrai qu'on a une petite contrainte, je crois, sur le prochain atelier qui sera obligatoirement en visio, hein, contrairement au dernier qui, lui, sera en présentiel. Mais on essaiera de gérer ça au mieux en visio. On est beaucoup plus dans l'échange, hein, c'est-à-dire que globalement, on va essayer, vous allez collectivement essayer de réfléchir à quels sont justement ces impacts potentiels quand on achète un vêtement, ces risques potentiels. On se concentrera encore une fois sur l'environnement en sachant pertinemment qu'il y a beaucoup de choses à dire dans le vêtement de travail, sur le social aussi. Je ne sais pas si vous avez entendu, il y a 3 semaines de ça, l'entreprise Coverguard, une entreprise lyonnaise qui fabrique des EPI, notamment des gants, est accusé de violation des droits de l'homme puisqu'il exploite des réfugiés politiques chinois pour la fabrication de ces produits. Hein, donc voilà, tout ça pour dire que les enjeux sociaux sont très très importants dans le domaine du textile. On sait que c'est un des secteurs où il y a énormément d'enfants qui travaillent, où les droits de l'homme sont très, très largement bafoués. On se concentrera sur la partie environnement et on essaiera justement de regarder un petit peu tous ces risques hein, de pression sur les ressources, de pollution, d'émissions de gaz à effet de serre, des atteintes à la biodiversité, des problèmes également liés aux déchets, etc. Et on regardera, donc ça sera un premier temps, hein, on essaiera vraiment de définir et d'évaluer un petit peu ces impacts potentiels. Et derrière, ça nous permettra d'aller chercher les leviers, donc les exigences sur lesquelles on va pouvoir s'appuyer, hein, les référentiels reconnus, les bonnes pratiques identifiées, etc., pour construire son niveau d'exigence et donc sa stratégie d'achat. D'accord? Et c'est ces niveaux d'exigence qui seront derrière traduits et intégrés dans votre boîte à outils. Bon. J'ai essayé de meubler un peu, toujours pas de questions. On va finir plus tôt aujourd'hui. Hein. Voilà. Alors c'est vrai que bon, je suis allé peut-être un petit peu vite aujourd'hui. Hein. Je sais pas, j'étais en forme. Donc, mais c'est exactement le même support qu'on utilisait, enfin, avec des exemples un peu différents, mais sinon ça reste un petit peu la même structure qu'on avait utilisée sur les ateliers précédents. Donc, excusez-moi pour ceux qui ont participé à toutes les présentations des ateliers. Vous avez peut-être l'impression que je radote un peu, mais voilà, c'est effectivement un peu le même support. Et en parlant des autres parcours, n'hésitez pas à aller les voir. Vous les avez sur notre site internet. Donc, le précédent parcours sur les équipements électriques et électroniques était animé également par Bruno. Et sinon, ce sont d'autres acteurs, d'autres structures qui ont
qui ont présenté les autres parcours, mais n'hésitez pas à aller voir, vous avez accès au replay, aux boîtes à outils. La boîte à outils du parcours précédent sur les équipements électriques et électroniques ne va pas tarder à apparaître. Donc, n'hésitez pas vraiment à aller faire un tour sur le site pour ce type de ressources. Et bien, s'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on va pouvoir vous remercier pour votre participation et vous souhaiter une bonne fin de journée. Tout à fait, rendez-vous au premier atelier, exactement. Je serai là. Merci à toutes, merci à tous. Excellente journée, puis écoutez, à très bientôt. Merci à tous, au revoir. Merci, au Au revoir. revoir. Au revoir. Au revoir, merci.